C'est avec un grand plaisir que je vais inviter notre prochain intervenant en scène. C'est Anno? Anno. C'est Anno tout le monde. C'est à toi. Merci. Oh! Test en prod. Exactement. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présent. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité contextuelle, donc une approche sur mesure pour les pipelines CI/CD dans l'industrie. Et je viens de me rendre compte aussi que je n'ai pas fait de slide de présentation, donc je vais la faire à l'oral, je suis navré. Donc moi, je suis Anno Ablé, je travaille au VOC, donc Vulnerability Operations Center, du groupe EDF, et je traite des sujets de sécurité applicative dans l'ensemble. Le groupe EDF, en quelques chiffres, alors je vais être très succinct, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez retrouver sur le site d'EDF qui en diront beaucoup plus sur les activités du groupe. Mais globalement, donc EDF, c'est un électricien mondial, donc premier opérateur mondial nucléaire, premier opérateur européen des services énergétiques, premier opérateur européen du renouvelable, premier distributeur avec Enedis. C'est 171 490 collaborateurs dans 23 pays. Et si j'essaie de synthétiser ça très rapidement, donc EDF, c'est la production d'énergie, donc le nucléaire, l'éolien, l'hydraulique, c'est le transport, la distribution, donc, comme je l'ai évoqué avec Enedis. C'est également la fourniture d'énergie. Donc EDF fournit l'énergie, ou plutôt commercialise, à des particuliers, à des entreprises, des collectivités territoriales, etc. Et enfin, c'est l'optimisation également du trading. Galaxy EDF, ça c'est ma perception que j'ai de l'entreprise EDF. Ça n'engage que moi, je tiens à le préciser. Et ensuite, là, c'est mon service qui est positionné là. Et on peut imaginer, donc moi, mon service fournit des services aux autres étoiles. Donc une étoile qui fournit des services à d'autres étoiles. Et ma direction, c'est une constellation d'étoiles. Donc cette constellation d'étoiles se positionne donc comme un opérateur pour les autres directions du groupe. Et des directions dans le groupe, il y en a beaucoup. Et pour illustrer un peu la complexité du groupe EDF, chacune de ces constellations d'étoiles ont leur propre RSSI. Au sein de ces constellations d'étoiles, chaque étoile peut avoir également son RSSI. Donc en termes de gouvernance, je vous laisse un peu imaginer les complications que cela peut générer par la suite. Donc évidemment, dans mon cas de figure, il y a un RSSI qui est rattaché, qui lui-même dispose d'un RSSI pour une sous-direction, et ainsi de suite. Et mon service est focalisé sur la partie sécurité du DevOps. Toujours pour parler également de la pluralité des différentes directions au sein d'EDF. Donc en termes d'organisation, si on prend une constellation d'étoiles, donc une direction, donc la direction que j'ai évoquée, ça peut être une direction du nucléaire, direction de l'hydraulique, etc. Il y a des organisations au sein même de ces directions qui sont opérationnellement différentes. Également en termes de commanditaires, ils sont tous différents. Bon, là j'ai indiqué les personnages de Rick et Morty pour simplifier un peu la compréhension, mais on retrouve de tout, donc, dont la fameuse dimension C137. Et ces différents commanditaires vont avoir des besoins très spécifiques également en termes d'IT. Et sur l'écosystème IT également d'EDF, en tous les caractéristiques techniques variées. Donc en termes d'outillage, on a un peu de tout. Et j'ai fait exprès également de ne pas mettre les outils sécurité. Ce sera d'ailleurs la seule fois où vous allez voir des outils, enfin une présentation d'outils, parce que je souhaite faire de la pub à personne, mais néanmoins en off, ou si vous me posez la question, je vous dirai quel est l'outil qu'on utilise, mais je vais essayer en tout cas d'être le plus agnostique possible sur les outils que je vais évoquer. Le but, c'est de rester plutôt sur le fond et pas évoquer comment fonctionne un outil et comment est-ce qu'on l'utilise. Et donc, en termes de langage et framework, on a également un peu de tout. Aussi, en termes d'infrastructure, on a tout aussi, les 3 cloud providers, et EDF dispose de 2 data centers également, qui sont certifiés aussi. La stratégie SEC du DevOps, donc les différents domaines d'action. Alors, malheureusement, c'est l'ancienne version de mes slides, mais c'est pas grave. La partie de gauche va correspondre à mon équipe. Moi, je ne vais pas revenir malheureusement sur toute la transformation de DevSecOps qui a eu lieu au sein d'EDF. Ils ont fait un travail formidable pour essayer de construire une plateforme et de la proposer en offre de service à toutes les autres directions du groupe. Ce serait beaucoup trop long et malheureusement, je n'ai pas le temps de creuser sur ces points-là. Moi, ce que je vais vous parler, c'est ce que fait mon équipe sécurité sur le DevOps, donc la partie sec du DevOps. Et mon équipe en question, donc il y a un alternant, il y a 2 experts sécurité DevOps qui travaillent avec moi, et il y a un interne qui est lui responsable des outils de sécurité applicative. Donc pour la décomposition, en soi, on est sur 4 domaines d'action.
Le premier domaine d'action qui est avec les Labs Security Champions. Donc, avant de parler des Labs en eux-mêmes, je vais évoquer ce que c'est rapidement Security Champions. Security Champion, c'est une personne qui est désignée dans l'équipe et qui a une appétence pour la sécurité. Donc, ce n'est pas un expert, évidemment, et cette personne-là, elle va dédier une certaine partie de son temps pour traiter des sujets de sécurité. Et donc, ces personnes-là sont envoyées vers mon service pour pouvoir être formées. Donc, il y a 7 épisodes, donc nous, on les appelle des labs, de 3h30 à peu près, que l'on propose aux différents Security Champions. Donc, un labs assez générique sur une introduction de la sécurité applicative. Un labs, on va se mettre du point de vue de l'attaquant. Donc là, c'est simplement un WebGoat qu'on a installé sur une VM et les différents participants vont faire des exploits, des attaques, selon le top 10 de l'OWASP 2021. Un autre labs, ou plusieurs labs plutôt, 3 précisément, sur les outils de sécurité applicative. Donc sur la partie SCA, donc sur, Static Application Security Testing. SCA, c'est Software Composition Analysis. Donc il y a eu une introduction auparavant du précédent, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Une autre partie SAST, Static Application Security Testing, donc, et une dernière partie DAST pour Dynamic Application Security Testing. Donc on va les former sur ces 3 éléments-là. Et on va rajouter 2 autres éléments sur lesquels on va les former aussi. Donc on les forme sur la modélisation de menaces. Donc on va les présenter Dread, Pasta, Stride de Microsoft, etc. Et on les forme enfin sur un dernier point qui est sur la mise en œuvre de campagnes de testing au sein de l'RCICD. Deuxième partie d'accompagnement, je ne vais pas en parler maintenant, c'est la prochaine slide et je vais vraiment rentrer dans le détail. Et quand je parle de sécurité contextuelle, le cœur de cet élément, c'est par l'accompagnement. Troisième partie, la communauté Security Champions. Donc la communauté Security Champions, c'est une communauté qui vise à regrouper les Security Champions, donc fédérer autour de cette communauté pour faire du partage de bonnes connaissances, du partage d'expertise, etc. Et enfin, le dernier point, donc l'outillage qui se traduit à droite. Donc on a un outil que j'évoquerai pas, mais n'hésitez pas si vous souhaitez quand même le savoir, ce n'est pas un secret absolu. Un outil SAST, un outil SCA, DAST, et récemment, on a été mandaté pour la partie IAC. Et je vais faire également un focus sur cette partie-là pour vous expliquer quelle est l'approche justement qu'on a eue pour pouvoir mettre en œuvre une sécurité contextuelle avec l'IAC. Donc, je ne vais pas redéfinir l'IAC aussi, bon, ça a déjà été plus ou moins fait. Donc, la problématique qu'il y avait, c'est que aujourd'hui, en tout cas du moins auparavant, il n'y avait pas de cadre mis sur l'utilisation de l'IAC. Donc les pratiques ont évolué beaucoup plus vite. Et on a eu quelqu'un de la DSIG qui est venu nous voir pour dire « Anno, il y a des personnes qui font des scans IAC sur leur périmètre. On n'a pas de maîtrise, on ne sait pas comment ils font, quels sont les outils qu'ils utilisent, etc. On a néanmoins un projet au sein du groupe qui vise à résorber ça, mais ce projet il va être mis en œuvre en 2026. Donc il faut qu'on trouve une solution là, maintenant, tout de suite. » Donc je me dis « Ok, très bien, on va essayer de proposer quelque chose pour, en attendant qu'il y ait ce projet qui soit mis en œuvre, pour pouvoir contrôler ce que font les projets avec la partie IAC. » Et donc tout a débuté de là, et justement ça va être donc, comme je disais, la partie accompagnement, et sur la partie IAC, ce que nous avons mis en œuvre, que je vais faire un focus. Alors bon, en temps normal, il n'y avait pas ce petit barrage, mais je vais expliquer après pourquoi. Globalement, on a 4 phases. Une première phase de cadrage, donc phase classique, tour de table, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les différents éléments, mais il y a un point sur lequel je souhaiterais mettre l'accent, c'est la présentation de l'application accompagnée. Ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est un élément tout simple, c'est qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils font, donc de quelle application est-ce qu'on parle, son DICT, etc. et tout ce qui va avec. Ensuite, comment est-ce qu'ils travaillent, combien ils sont et pourquoi est-ce qu'ils travaillent de cette façon-là. Avant même d'évoquer des sujets de sécurité, il faut comprendre les équipes. Parce que si on arrive tout de suite sur nos grands chevaux, vous devez mettre ceci, cela, il faut réaliser ça, généralement on se fait foutre dehors, tout simplement. Et déjà qu'on a assez de mal à se faire bien voir des équipes projets, ce ne serait pas l'idéal de fonctionner de cette façon-là. Donc ça, c'est pour la partie cadrage. Ensuite, la partie grille de maturité, donc qui figure par là, c'est une grille de maturité qui est faite selon l'OASP. Donc l'OASP a proposé une grille de maturité SAM, donc Software Assurance Maturity Model. On a réutilisé cette grille de maturité, on l'a adaptée à la sauce EDF, et ensuite on travaillait dessus avec les différentes équipes pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc on suivait avec eux, déjà il y avait un état des lieux qui était fait, puis on suivait avec eux l'évolution de la grille de maturité. Alors ça a été un échec malheureusement. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première raison, aujourd'hui on continue plus ça. Donc la première raison, c'est qu'on n'a pas eu au fil du temps un engagement qui soit clair et visible
de la direction. Et quand direction, c'est pas niveau management, le management était pour, mais au niveau des directeurs, on n'a malheureusement pas eu l'appui qu'il nous fallait. Et ça, en cascade, ça a débouché sur une autre conséquence, c'est que lorsqu'on partait voir les projets pour essayer de mettre en œuvre une grille de maturité, ils nous indiquaient simplement qu'ils n'avaient pas les moyens ou le temps de pouvoir traiter de ces sujets-là. Parce qu'ils s'étaient perçus comme un élément complexe, on rajoutait des processus et des étapes dans leur méthode de travail actuelle. Donc on a la plupart du temps été rétoqué au final. Et à la dernière raison, c'est que malheureusement, ça allait demander beaucoup trop de temps. Et à nous aussi, équipe sécurité. Alors, je n'ai pas évoqué le nombre de projets que l'on a au sein d'EDF, mais il y en a vraiment beaucoup. Et on n'est pas beaucoup côté sécurité pour pouvoir suivre tout ça. Troisième partie, accompagnement, donc stratégie, présentation, méthodologie. C'est l'un des points les plus importants sur l'accompagnement quand on réalise, en tout cas c'est ce sur quoi on met l'accent, c'est là on va décider comment est-ce qu'on va implémenter différents outils de sécurité. Tous les projets ne peuvent pas tout implémenter d'un coup, d'où l'importance de comprendre déjà comment un projet fonctionne. En fonction de ça, on voit, bon, est-ce qu'on peut commencer à minima par mettre en œuvre un outil SAST déjà, puis ensuite on rajoutera peut-être un outil SCA, et ça dépend des contextes et du type du projet, de sa complexité et de sa sensibilité aussi par ailleurs. Après, il y a les autres étapes, bien sûr, de l'accompagnement. Donc, on va faire des scans avec eux, on va regarder les rapports, on va les interpréter. Et l'un des points les plus importants aussi, qui est la détection des faux positifs. Donc, on va regarder avec eux comment retirer ces faux positifs, les travailler sur cet aspect-là. Et le but, c'est de simplifier ensuite le scan et d'optimiser le scan derrière. Parce que c'est un gros point noir pour les différentes équipes. C'est les faux positifs qui sont remontés par les outils. Et si je prends le cas du DAST, je pourrais faire une conférence entière sur le DAST. Il y a pas mal de problématiques sur cet outil-là. Et le dernier point, enfin, c'est le REX, où on va simplement faire un retour d'expérience de notre démarche, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les points forts, les points faibles, est-ce que leur nombre de vulnérabilités ont baissé, mais ce n'est pas les seuls KPI qu'on mesure. Donc il y a un ensemble de KPI qu'on regarde ensemble, qui sont établis en amont lors du cadrage, et qu'on revoit ensuite à la fin. Et le dernier point, je ne l'ai pas indiqué sur l'ensemble des outils de sécurité applicative, mais on fournit des services aux autres directions. Et une partie de ces services sont payants. Donc, quand un projet veut avoir de la sécurité dans son projet, il doit payer. Donc, vous vous en doutez que si on met en œuvre un système de cette façon-là, on se tire un peu une balle dans le pied. Et donc, on a moins de souscription aux outils de sécurité applicative. Et également, une petite précision, donc globalement, sur un accompagnement, c'est 4 à 5 heures qui peuvent suffire. Et si on regarde également tout ce qui est indiqué par rapport au code couleur, ce qui nous prend le plus de temps et le plus d'énergie, et ce qu'on voit, ce que j'ai pu constater de la sécurité, c'est que principalement, c'est un sujet organisationnel, beaucoup plus que technique. On passe beaucoup de temps à échanger avec les projets, à les faire comprendre, à faire de l'acculturation et de la sensibilisation, notamment auprès des développeurs. L'écueil que nous avions sur l'accompagnement, c'est un truisme ce que je vous présente là, c'est assez classique. Donc comme on n'est pas suffisamment dimensionné, donc on a eu plusieurs projets, on a accompagné le projet Rick Prime, ça s'est très bien passé, qui a communiqué l'info aux autres projets, donc on a eu le projet André Curtis qui est venu nous voir, c'est pas des vrais noms de projets, pardon, je préfère le préciser. On a eu le projet Evil Morty et ainsi de suite, et au final on était sous l'eau. On ne pouvait plus assumer et on a dû trouver une autre solution, notamment avec ce qu'on nous a demandé de faire sur la partie IAC, pour ne pas se retrouver sous l'eau également et se décharger petit à petit de tous ces accompagnements qui doivent être réalisés. Alors la question qui s'est posée, c'était comment proposer un cadre sur les outils de sécurité, ça c'est pour la partie IAC, pour les pipelines CI/CD des projets, tout en s'adaptant à leur contexte. Alors, en temps normal, j'ai essayé de faire afficher ça un à un pour ne pas vous perdre au début, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cette slide. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu les effets que je voulais. Mais globalement, donc, on va imaginer à gauche le projet, donc sans oublier ce qui se passe à droite pour l'instant. Quand je dis à droite, c'est à partir du repos sécurité et registry. Donc, on a un SysOps qui se trouve dans un projet au sein d'une direction. Ce SysOps, avant que nous, on intervienne avec notre approche, ils faisaient un peu ce qu'ils veulent. Donc, ils utilisaient l'environnement CI/CD qu'ils veulent et donc, il va pusher son fichier IA qu'il met sur son repo, ça va lancer une pipeline. Il y avait un scan qui était réalisé, donc le runner va récupérer ce qui va bien, va faire son scan. Il va mettre ou non des security gates. Donc, les security gates, c'est des points de décision où on va établir un seuil. Par exemple, si on a une mauvaise configuration de niveau high,
on veut que la pipeline est fail. Donc ça peut être indiqué par l'élément rouge. Si on a un élément de mauvaise configuration, high également, on peut remonter un warning qui va être une notification qui va être envoyée soit au sysup directement, équipe projet, voire à l'équipe sécurité. Ou alors on décide, bah, c'est pas grave, même si on a une criticité high sur la mauvaise configuration, on va tout de même laisser passer cette criticité-là. Et donc ça va remonter des résultats, peu importe le format, hein, JUnit, JSON, etc., pour envoyer en tant qu'artefact. Et là, je vais faire écho également à la précédente présentation où on disait qu'on se focalisait un peu plus sur l'IDE, c'est-à-dire essayer de détecter au plus tôt les mauvaises configurations. Là, ce n'est pas l'approche qu'on a choisi d'adopter pour plusieurs raisons. Pour des raisons organisationnelles, encore une fois. Pour qualifier un plugin à EDF, ça prend un temps fou. Mais vraiment un temps fou. Donc on n'avait pas le temps, malheureusement, surtout en très peu de temps, de pouvoir emmener un cadre et permettre au projet de pouvoir sécuriser leur code IAC, même s'ils le faisaient plus ou moins déjà avec le Shadow IT. Donc on a essayé d'aller au plus simple, et en intégrant ces éléments-là dans la CI. Et donc ce qu'on a fait, pourquoi est-ce qu'on a mis cet élément-là et qu'on retrouve l'artefact ici? L'artefact, ça sert beaucoup plus pour des questions de conformité et de suivi. Comme ça, quand on a des audits qui viennent, ils savent exactement ce qui a été fait. Il y a un versionning des différentes évolutions au niveau des mauvaises configurations qui ont été remontées par leur outil de scan. Donc nous, on est arrivé en disant, bah, tout ce qui est fait là, c'est pas cadré, et la plupart du temps, les environnements CI/CD ne sont pas sécurisés, donc on va fournir une solution clé en main. Et la solution clé en main, elle intervient par rapport à la slide de droite. Donc première partie, c'est qu'on a fait notre propre repo sécurité, et on a développé nos propres scripts et nos propres queries à appliquer. Et ça va être un élément qui va être récupéré ensuite par le runner pour effectuer ensuite le scan. Donc le runner, qu'est-ce qu'il va utiliser pour faire le scan? On a décidé également de standardiser l'outil de scan qui sera utilisé. Donc nous-mêmes, on a travaillé, on a fait un benchmark, etc. pour trouver l'outil de scan IAC qui sera utilisé. Ensuite, cet outil, on a récupéré l'image, on va durcir, nous, de notre côté de l'image, donc c'est mon équipe qui se charge de la sécurisation de cette image-là. On la met sur le registry, et on s'assure également que le registry qui sera utilisé, c'est un registry qui est aussi sécurisé. Ensuite, on va sécuriser également le runner qui va être utilisé pour faire le scan. Donc, on a trois parties en quelque sorte, hein. Les scripts qui vont être utilisés pour faire le scan, avec les différentes configurations, le registry et l'image qui est sécurisée par nous, et la sécurisation du runner. Donc là, le projet de la direction en question, ce qu'il a à faire aujourd'hui, il vient, il lance son scan, le runner, il indique bien sûr dans sa pipeline ce qu'est le runner qui devrait être utilisé, donc le nôtre en l'occurrence. Ce runner-là qui a fait l'objet d'un durcissement va récupérer l'image, il fait son scan, bon, security gate ou pas, et ainsi de suite. Et on a les process classiques. Donc là, on a une vision globale, une vision qu'on a établie selon les référentiels du groupe. Le troisième point qui peut être fait ensuite par les projets, c'est ce que vous voyez dans la partie repository du projet, c'est personnalisation de métier. Donc d'un point de vue local, ils peuvent également surcharger le script et rajouter leurs propres règles. Autre cas de figure, pour simplifier également, on peut avoir des directions qui vont dire bah non, ce que vous avez fait, ça ne nous plaît pas, on ne veut pas trop l'utiliser, bien que vous vous basiez sur les référentiels du groupe, nous on a un cas assez particulier qui nous conduit à faire ça différemment. Et donc, ils peuvent très bien dire, bah, on ne prend rien de tout ça, on va voir directement avec nos équipes sécurité. Et ces équipes sécurité, on va les imposer une seule chose, c'est de passer par notre image. Donc, tout l'aspect script, etc., ils vont le faire eux-mêmes, avec toujours la même logique, des règles globales, ensuite des règles locales qui peuvent être mises en œuvre au niveau des projets eux-mêmes. Et le dernier cas de figure, que je n'ai pas fait figurer ici pour ne pas trop vous perdre, globalement, c'est une co-construction que l'on peut faire aussi avec les différentes directions sur les règles et les politiques avec les différentes queries à mettre en œuvre au sein des scans IAC. Pour terminer rapidement sur ce point, donc la première partie, ce que j'en retiens en conclusion, il y a plusieurs choses que j'aurais pu mettre là, je pourrais plus remplir au maximum, mais je vais retenir que ces points-là. House of DevSecOps, en hommage à la série House of Cards, pour ceux qui connaissent, qui est une série que j'apprécie beaucoup. Souvent, j'avais l'impression que j'étais Frank Underwood, dans le sens où j'étais un véritable lobbyiste, où je partais voir, oui, est-ce qu'il est possible de faire ceci, j'essayais de concilier, trouver des consensus, au point même parfois d'imaginer m'inscrire au même club de foot que certaines parties prenantes pour faciliter les décisions. Je ne l'ai pas fait, hein, je vous rassure, mais c'était très compliqué de pouvoir emmener et pouvoir finaliser ce projet-là. Et pour pouvoir mettre en œuvre ça, je n'ai pas parlé du temps en termes de temporalité, mais ça nous a pris 4 mois. Techniquement, c'était rapide. Par contre, discuter, se mettre d'accord, présenter, et on a fait des analyses de, j'ai pas dit aussi, on a fait des analyses de risque, etc. Enfin, tout ce qui va avec, bah, ça nous a pris beaucoup de temps.
Et donc, c'est ce qui nous a un peu retardé. Donc, c'est très important aussi de savoir communiquer, d'acculturer, faire comprendre les choses. Et heureusement, on avait un appui managérial. Donc, comme dirait Sky de Thinkerview, hein, si on n'a pas d'appui managérial, ce serait faire de la sculpture d'air chaud, coup d'épée dans l'eau, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est clairement ça. Donc, on aurait cramé du gaz pour rien. Deuxième point, les politiques, c'est douloureux. Alors, moi, je trouve ça douloureux parce que ça prend beaucoup trop de temps. Les pratiques évoluent beaucoup plus vite que les politiques. Ce qui fait quand on arrivait avec notre façon de fonctionner, qui a été validée par ailleurs hein, par les équipes sécurité, ce qui nous a facilité par la suite les choses, mais comme il n'y a pas de politique et de référentiel sur lesquels on peut se baser pour imposer je mets des guillemets, hein, pour en tout cas proposer cette façon de faire, eh ben, c'était compliqué. Donc ce qu'on nous rétorquait souvent, c'était bon, d'accord, t'es bien sympa, non, mais tu te bases sur quoi? Pourquoi est-ce qu'on te suivrait? Moi, je dis bon, d'accord, heureusement, j'ai le RSSI qui est avec moi qui a dit il faut le faire. Et heureusement, encore une fois, qui nous a appuyé sur ce point. L'argent, donc un autre point qui est très important derrière, au-delà de cet aspect clé en main qu'on a fourni aux différents projets, c'est que même s'ils l'utilisent, derrière, ça leur demande du temps. Donc quand on va prendre la mauvaise configuration, il faut essayer de la comprendre, en tirer quelque chose, un apprentissage, la qualifier éventuellement, refaire un scan derrière, et ainsi de suite. Bah ça, c'est du temps, et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Et c'est aussi de l'argent pour nous. Le temps que l'on passe à travailler sur ces scripts, etc., c'est également du temps qu'on ne peut pas utiliser pour faire autre chose. Et il y a vraiment plein de sujets que je n'ai pas évoqués là, détection de secrets, etc., qu'on a dans notre pipe, qu'on ne peut pas traiter parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Quatrième point, il n'y a pas que l'argent. Et ben ça, c'est l'élément qui me plaît le plus, en cas du moins à EDF. Même si on a des politiques, même si c'est très compliqué de faire les choses, heureusement, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Donc nous, on est moteurs, on essaie de pousser les choses, mais il y a des personnes qui sont encore plus moteurs. Et dès qu'on commence à les parler de sécurité, ça les intéresse beaucoup. Et ils nous proposent des solutions, ils nous ont permis même d'améliorer parfois les scripts que l'on proposait. Donc des fois, c'est l'inverse, hein. C'est nous qui nous inspirons de certaines directions pour mettre en œuvre de nouvelles démarches. Donc ça, c'est un gros point positif. Pardon, je prends une petite pause. J'ai la bouche pâteuse quand je parle beaucoup. Comme disait quelqu'un que j'apprécie beaucoup, l'eau c'est important, dans quelques années, il n'y en aura plus. Co-construction, ce qui a facilité également l'adoption de l'outil, c'est de construire avec les équipes, donc les parties prenantes qui utilisaient le plus l'infrastructure as code, et trouver l'outil qui leur conviendrait. Donc il y avait plusieurs outils, on avait plusieurs choix, mais on n'avait pas prendre celle qui nous plaît nous, mais plutôt celle qui pourrait convenir aux différents projets. Donc par la suite, quand on a présenté ce processus, etc., même pour les directions, c'était plus simple. C'est bon, ok, c'est un outil qu'on utilise déjà en Shadow IT, mais bon, du coup, maintenant, on a un cadre beaucoup plus concret pour réaliser des scans. Et le dernier point, donc, tout ça n'équivaudra évidemment pas à un accompagnement pour avoir des pipelines personnalisés. Et donc, ça reste non seulement la meilleure façon pour intégrer, également diffuser la culture DevSecOps, qui prend beaucoup de temps. Et c'est tout pour moi. Je tiens à remercier également... je vais aller trop vite. Je tiens à remercier l'équipe pour l'invitation et je vous remercie également pour votre présence. Et bon voilà, merci pour ça, hyper intéressant. Et bon voilà, on va passer ça là. Alors, on a quand même quelques questions. Juste comme ça. C'est bon. Voilà. Non. Ouais, on veut pas ça. D'accord. Voilà. Ok, excellent. D'abord, je vais poser une question. Je cherche notre sponsor de chez Theodo. Est-ce qu'il est dans le pièce quelque part? Normalement, il va faire le pitch. Si parmi vous, vous connaissez quelqu'un de chez Theodo, vous pouvez passer le message? Très bien. Merci. Ok, voilà. Ok, passons aux questions d'audience. Donc, d'abord, merci pour ça. C'était intéressant et j'ai l'impression, j'ai fait la même remarque hier avec un autre de nos intervenants, c'est comme on gratte vraiment, on gratte la surface de tous ces sujets. En fait, j'ai l'impression que chaque slide cache derrière un iceberg d'informations, en fait. Donc, peut-être on va creuser un petit peu. Ok, très bien. Voilà. Donc, ça bouge, mais bon, voilà. Question de Fred. Merci, Fred. Faites-vous d'autres actions pour évangéliser
sur les pratiques? Par exemple, des événements, des hackathons internes, voilà. Oui, il y a d'autres événements, notamment par la communauté Security Champions. On essaie de faire un rassemblement pour essayer d'évangéliser. Et il y a des initiatives qui sont prises par les directions elles-mêmes, où elles vont faire des hackathons, des CTF, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont réalisées en interne, au-delà de ce que nous on fait. Alors, je ne suis pas manager au sein de mon équipe, il y a un lien opérationnel, mais rien de plus. Et il y a d'autres équipes qui ont les directions de leur propre équipe sécurité et mettre en œuvre aussi des hackathons et tout ce qui va bien comme événement pour pouvoir sensibiliser un peu plus à ces aspects-là. Excellent, merci pour ça. Plus précisément, par contre, oui, je comprends qu'il y a un patron pour ça, mais concrètement, quelles sont les actions prises pour évangéliser, pour dissimuler les informations, pour assurer que tout le monde est au courant des bonnes pratiques? Concrètement, à part les actions qui sont réalisées unitairement par les directions, il n'y a pas de réelle gouvernance qui est établie. Par exemple, si c'est pour faire le l'e-learning classique sur le phishing, donc ça, c'est une politique qui décline directement de Luc Raymond, qui est le président du groupe EDF, qui a dit tout le monde devra faire cette sensibilisation qui s'appelle des codes cyber chez nous. Mais ça se cantonne à ça. Derrière, si on essaie de creuser un peu plus, notamment sur les aspects techniques et de développement, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, pour également imaginer cela, moi, quand je suis arrivé à EDF, j'ai remarqué plusieurs lacunes. Donc, je me dis, tiens, pourquoi on ne fait pas ceci, cela, etc. Donc, je me dis, OK, puisqu'il n'y a pas d'initiative, je vais moi-même prendre l'initiative d'écrire un référentiel de développement qui sera validé par le RSSI et qui sera donc obligatoire. Alors, je n'ai pas mis beaucoup de choses. On s'est basé sur l'ASVS de l'OWASP pour construire ce référentiel-là. Et on l'a proposé ensuite en validation. Mais en gros, les initiatives, elles partent plutôt du bas. On est du down-top, en quelque sorte. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire pousser des choses et réussir à appliquer des directives. Excellent, merci pour ça. Prochaine question. Est-ce que la sécurité champion dans chaque équipe a pour vocation à se passer de vos infinis? Autrement dit, voulez-vous que chaque équipe soit complètement autonome? Oui, voilà. J'ai pas eu le temps de creuser dessus. Je pourrais en parler beaucoup ici, l'aspect Security Champions. Le but est évidemment de rendre autonomes les équipes, parce qu'on ne peut pas tout le temps être derrière eux. Un peu comme l'erreur qu'on avait faite sur l'aspect grille de maturité. On les forme, on les explique comment faire. Le but, c'est que par exemple, demain, quand ils vont utiliser l'outil SAST, ils sauront comment l'utiliser, comment interpréter les résultats, etc. Mais pas seulement comment utiliser l'outil, mais avoir le bon mindset, faire de la veille sécu, c'est comment fonctionne une vulnérabilité. Alors certes, ça demande du temps de faire de la sécu, mais prendre un tout petit peu de temps pour faire ça. Et le Security Champion, ce sera sa charge. Il pourra évidemment se reposer sur nous, sur d'autres personnes de son équipe, pour ensuite rendre tout le projet autonome. Ceci étant dit, pour être totalement transparent, EDF rencontre un autre problème qui est le turnover du coup des Security Champions. Et ce sont souvent des prestataires aussi qui ont ce rôle-là. Donc on a un peu une sorte de cycle infini de ce problème-là, de personnes qui prennent assez de compétences, qui se fait former, mais qui malheureusement part. Des prestataires? Oui. Pour ça? Oui. OK. C'est un choix. Ouais. Une approche top-down de la sécurité peut-elle être contre-productive? J'attends les devs EDF et Enedis passer leur temps à contourner les contraintes de sécu. Point. Il y a un loup dans la bergerie. C'est une excellente remarque. C'est un sujet très compliqué. Un autre sujet également sur lequel j'avais essayé de pousser, qui est sur le poste développeur. Qu'est-ce qui nous garantit que le développeur ne met pas n'importe quel outil sur son poste, qu'il n'installe pas n'importe quoi? Et c'était la même problématique aussi pour l'aspect IAC. Et cet aspect de cette problématique, elle se diffuse un peu sur tout. Même si aujourd'hui on dit on a une offre de service sur l'aspect SAST, SCA et DAST, il y a quand même des projets ou des directions qui vont dire non, nous on installe autre chose. Ou des projets qui vont installer dependency check, etc. pour faire leur propre scan SCA. On n'y peut rien. Enfin moi, je ne suis pas RSSI en tout cas pour l'instant, du moins. Au niveau groupe, donc je fais avec mes moyens. Merci pour cette transparence. C'est rafraîchissant, honnêtement. Voilà. C'est vrai que c'est important d'être rappelé, de se rappeler qu'en fait, il n'y a rien dans la vie qui est parfait. D'une petite start-up vers une énorme entreprise multi-tentacle comme EDF, il y a toujours des opportunités pour changer, améliorer, voilà, cibler la perfection, même quand on sait très bien que c'est impossible. Oui. Voilà, on a toujours la marge pour l'améliorer. Donc merci, honnêtement, pour ça. C'est vraiment rafraîchissant, honnêtement. Dernière question. Très bien. Voilà, et c'est une question assez simple. Moi, je suis curieux aussi. De combien de personnes se compose la communauté Security Champion, en fait? Une excellente question. Je dis globalement, hein, oui. parce que...
Justement, pour reboucler sur ce que je disais sur le turnover, on a essayé de suivre les Security Champions. C'était un enfer. Ça bouge beaucoup trop entre les réorganisations. Pour également imaginer cela, aujourd'hui, la direction dans laquelle elle appartient va être reconstruite. Il y aura de nouvelles directions à l'année prochaine, à partir de janvier. Donc, entre les réorganisations au niveau groupe, puis celles qui sont faites au niveau des directions elles-mêmes, et des réorganisations au niveau des projets. On n'y arrivait plus. Avant, ce qu'on faisait, c'est que quand ils faisaient les labs, on les contactait unitairement, sauf que après, la personne est partie, le service a changé, donc on passait beaucoup trop de temps à contacter les projets pour savoir qui est Security Champions, qui n'est pas Security Champions. Donc, auparavant, on arrivait à un chiffre approximatif de 400 et quelques Security Champions. Quand on a arrêté de le faire parce que c'était plus possible, malheureusement, là, j'ai plus de chiffres précis à vous donner, même si on continue à les former, mais on a arrêté de suivre le nombre de Security Champions. D'accord, très bien. Donc, si jamais ça vous intéresse de devenir Security Champion au sein d'EDF, les gens peuvent vous contacter? Oui, excellent. N'hésitez pas. Excellent. Bon, merci d'avoir pris le temps avec nous et bien sûr, merci d'avoir partagé. Merci. Voilà.